Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dr Lipasco. J'espère que ça va bien. T'as vu, je change à chaque fois, Lady, Docteur, il y a plein de... Il y a plein de titres pour Oli. Tu veux que je donne une liste de titres? Exactement, exactement. Tu sais qu'on peut même acheter maintenant le titre de Lord et Lady. Tu savais ça? Je vais te choper un titre de Lady officiel. C'est un je vais te faire ça bientôt. En fait, en Angleterre, qu'on peut acheter les titres. Voilà. Ça sera en Écosse, je crois, que tu seras Lady. Hein. Après, il faudra te faire à l'idée que tu as un titre écossais. Donc, on continue notre cheminement au travers du livre, qui est un livre d'hypnose à la base, donc Clinical Hypnotherapy de LeBron et Chick. On reste toujours sur cette envie de faire le parallèle entre l'hypnose, la méthode Silva, et là, en l'occurrence, c'est toutes les logiques qui pourraient amener à des problématiques psychosomatiques. Et on sait bien que, malheureusement, beaucoup de choses que l'on vit psychiquement peut impacter notre corps. Et comme on dit la semaine dernière, le corps peut impacter la psyché. C'est vraiment un travail qui doit se faire en homéostasie, en équilibre pour un mieux-être. On a vu la semaine passée 3 des 7 points. Donc, je vous les rappelle. Hop. On avait vu le conflit. On avait vu la motivation, les motivations. Donc, ce que nous, on avait sous-titré un peu bénéfices secondaires. Et l'identification. Donc, je m'identifie à un moment donné. Là, aujourd'hui, on va passer sur un autre élément que eux, ils ont nommé le masochisme. C'est-à-dire, on va dire plus basiquement, l'autopunition. Alors, l'autopunition, ça peut être intéressant de le recroiser avec la culpabilité. On reprend les 3 stress de José, hein. Culpabilité, perte et routine de faire quelque chose qu'on n'aime pas. On pourrait avoir dans cette notion d'autopunition un lien à la culpabilité. Je me sens coupable de quelque chose et dès lors, je me punis. Chose qui est assez complexe de façon générale à gérer parce qu'on peut très facilement avoir une espèce d'autopression à bien faire, à répondre à certains critères, à répondre à des critères qui ont été familiaux, sociaux, idéologiques, religieux, etc. Et on va avoir cette notion assez fréquente d'arriver sur là, ce qu'il disait, self-punishment, donc autopunition, avec un profond sentiment de culpabilité. C'est très commun et c'est un dommage subconscient qui touche beaucoup de personnes. Ce qui est assez intéressant, c'est que là encore, si on reprend la méthode, on pourrait se dire comment je vais pouvoir gérer mon autopunition. Alors, on avait un peu abordé ça avec Lee, notamment quand, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, je disais, on peut se stresser du désir que l'on a. On peut se stresser de la croyance que l'on a. Et on peut se dire, je ne fais pas assez bien. Je suis en train de faire la méthode, je suis en train de faire les techniques, mais je n'ai pas les résultats escomptés. Mais ça va pas assez vite. Mais je suis nul, j'ai aucun résultat. Mais j'ai fait la technique et ça n'a pas marché. J'ai écouté ce que Lee a dit, ça n'a pas marché. J'ai écouté ce qu'un autre instructeur a dit, ça n'a pas marché. J'ai l'impression d'être nul. Et là, on va commencer à s'en vouloir, de se dire, j'ai investi du temps, de l'argent pour une méthode, et au bout du compte, j'ai l'impression d'être nul, alors que les autres, alors le plus et le moins du groupe, c'est toujours ça. Hein. Il y a des groupes, c'est super, et continuer à vivre les groupes sur WhatsApp et tout ça, ou les groupes Facebook, vous partagez, mais il y a des moments, ça peut être un peu dur pour des personnes qui disent, moi j'ai réussi à faire ça, et que toi tu dis, mais ça fait 6 mois que je travaille dessus et j'y arrive pas. Et on peut commencer à avoir un espèce de discours, d'autodiscours un peu compliqué. Comment, toi, dans un premier temps, là, on va commencer sur ce premier aspect-là, tu conseillerais les personnes qui, naturellement, vont assez facilement s'autocritiquer, ne pas être capables, en tout cas, avoir la perception de ne pas avoir les résultats escomptés. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'apaisent, même si ça fait 3 mois qu'ils travaillent dessus, il n'y a pas eu le retour, ils ont fait plein de techniques. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le bon chemin. La semaine dernière, tu as dit, trouvez le bon objectif et peut-être que vous gourrez d'objectifs. Qu'est-ce que tu leur dirais pour pas qu'ils se sentent coupables et surtout qu'ils se fassent du mal à dire je suis nul, la méthode c'est pas pour moi, j'y arrive pas, ou j'arrive pas à aller en alpha, ou je suis tu vois, toute l'autocritique qu'il pourrait y avoir. Et donc là, on arrive sur un mauvais self-talk et beaucoup de
le mot masochisme, à ce moment-là, je trouve qu'il a du sens. Ok, alors d'abord, pour vrai dire, moi, je ne compterais pas ça sous le niveau 4, le masochisme et autopunition. Parce que moi, je distinguerais, et c'est personnel quand même, mais je distinguerais entre autocriticisme où je dis je suis nul, je n'arrive pas, je ne suis pas capable de, donc on manque d'évaluation de soi-même. Je suis nul. Pendant que culpabilité, et quand on se punit, c'est oh, j'ai fait une mauvaise chose, je suis une mauvaise personne. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus dans le sens moral, péché, punition, plutôt que je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas, j'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités, je manque quelque chose. Donc, tu vois, il y a une personne qui manque, mais il y a une personne qui l'a fait et c'était mauvais. Alors là, c'est intéressant parce qu'on revient sur la culture protestante et la culture catholique. Nous, catholiques, on se flagelle à longueur de temps. N'oublie pas, hein, on a vraiment cette culture de se dire c'est mal, j'ai péché et je pêche tout le temps. Donc, dès que je ne réussis pas quelque chose, en gros, c'est mal. Je dois aller me confesser. Tu sais, on a beaucoup de ça. Alors, après, j'ai mis l'hypothèse, hein, mais j'aime bien parce que, en fait, la manière dont tu parles, maintenant que je comprends mieux certains aspects de la culture australienne, de la culture anglo-saxonne et de la culture religieuse protestante, je comprends que tu puisses penser complètement comme ça. Et moi, je me dis, ouais, mais pour un catho, pour quelqu'un, même si en France, on n'est pas stricto sensu catholique, mais avec cette grosse influence d'autoflagellation, les Français, si tu écoutes, ils sont jamais contents, toujours en train de se dire c'est pas assez bien, c'est pas assez beau, c'est pas assez truc, j'ai pas bien fait. Il y a une espèce d'autocritique absolue qui en devient blessante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se blesse soi-même à se dire j'ai pas été capable de. Et je comprends la notion morale de ne pas répondre à. Mais là, pour moi, on rentre dans un côté très luthérien, quoi. Tu vois, très protestant à dire il y a des règles, il y a des codes, il faut suivre les règles, les codes, les gars. Tant qu'on suit, c'est bon. Il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas à vous culpabiliser. Alors que nous, on va se dire ouais, mais quoi qu'on fasse, de toute façon, on est le péché originel, c'est pas bien, on a fait des conneries, c'est pas bien, on doit payer. Tu vois, il y a une espèce de différence qui est intéressante. Alors, je trouve ça génial et n'hésitez pas à nous donner le retour que vous avez parce que je trouve que la perception de vie est hyper intéressante et beaucoup moins. Moi, elle est un peu dure, toi, en mode ouais, nous, on se flagelle surtout. Toi, tu as un côté plus. Non, on peut avoir un côté masochiste dans des cas où il y a une problématique morale où on se dit j'ai fait une mauvaise décision, mauvais choix. Mais le reste, c'est plus j'ai un langage qui n'est pas correct, mais c'est pas pour autant que je suis en train de me faire du mal, plus ou moins volontairement. Donc, c'est hyper intéressant la remarque que tu fais. Oui, si on n'a pas créé un péché, on ne va pas se punir. On va être déçu avec soi-même, on va être triste, on ne va pas être contente, mais on ne va pas se punir parce qu'on est coupable. Hein, parce que... Et ça, justement, moi, j'ai été très impressionnée par les 8 émotions de Cal Banyan. Je crois que tu es au courant de ça, tu as travaillé avec Cal. Et là aussi, il distingue très clairement entre culpabilité et manque de valeur en soi. D'évaluation. Dévalorisation, voilà. Et ces deux émotions qu'ils considèrent totalement différentes. Mais là, c'est anglo-saxon. Exactement, mais c'est ça qui est génial. C'est que là, tu vois, on voit cet aspect culturel qui est un gros plus. Tu vois, je trouve que dans le côté anglo-saxon, donc avec une espèce de force de l'église anglicane, de l'église protestante, etc., il y a quelque chose où il y a cette capacité à se distancier des deux. Je dis pas que les catholiques le font pas, mais on est quand même très facilement à être dans l'auto-flagellation. Quand tu as vraiment la notion de discipline, tu sais, la discipline, en fait, c'est une espèce de fouet que tu fais. C'est typiquement chrétien, tu vois. C'est un truc, typiquement catholique, même pas chrétien, c'est un truc typiquement catholique, tu vois. Oui. On voit les images des moines en ligne avec les Exactement. Mea culpa. Exactement. Et comme ça, je vais enfin mériter d'être au ciel si je me punis assez avant d'arriver. C'est exactement ça. Nous, on a une culture assez masochiste parce que justement, plus on souffre comme Jésus,
et plus en fait on est digne d'aller au paradis. Tu vois, c'est un peu le truc genre plus je me fais du mal et mieux ce sera. Donc on a quand même cette truc qui est assez marqué. Et, alors là en l'occurrence c'est écrit par deux Américains, donc je pense qu'ils sont plus dans ta vision des choses, mais c'est intéressant si on le ramène à la méthode parce que José était catho. Donc, il peut y avoir aussi là, on peut plus le savoir maintenant, mais ça aurait été intéressant de savoir la différence qu'il faisait et quelle différence il aurait pu faire. Donc, OK, quand tu fais, toi, ce distinguo-là, qu'est-ce que tu dirais donc aux personnes qui, donc, moralement, ont pris une mauvaise décision? On va prendre des trucs du quotidien. Je sais pas, je me suis marié avec la mauvaise personne, j'ai pas bien choisi un truc pour le boulot, j'ai fait une erreur en quittant un emplacement ou en allant quelque part, en partant en voyage, en disant quelque chose à mes enfants, je sais pas. On va dire où il y a vraiment une conséquence qui peut être un petit peu lourde. Comment tu leur permettrais, en tout cas, quel conseil tu leur donnerais avec la notion Silva pour bosser et justement éviter de se faire du mal pour rien et parce que ce qui est passé est passé. En plus, on sait que plus on va mouliner et plus on va se faire de l'autosuggestion. Et c'est en gros comme si on était à longueur de temps en train de visualiser le miroir bleu et aller voir constamment ce qui est mauvais, alors qu'on sait qu'on doit s'orienter vers le miroir blanc. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu mettrais en avant pour qu'ils puissent un peu respirer et arrêter de se faire du mal? Ok, donc tu parles de quelqu'un qui se dévalorise, pas quelqu'un qui se culpabilise parce qu'il a… Non, quelqu'un qui se culpabilise. On verra après ceux qui se dévalorisent. On le verra, il y a un autre truc qui pourrait se rapprocher de ça dans les autres. Donc là, tu parles vraiment de culpabilité. Vraiment de culpabilité. Oui, j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose de mauvais. Exactement. J'ai agi contre mon moral. Exactement. Bon, alors, ok, donc switch, parce que moi, j'étais dans l'autre… de culpabiliser. Plutôt, écoute, le fait que maintenant tu sens, là je cite en fait Bert Goldman, ouais. Génial pour ça, hein, que tu te sens coupable parce que tu considères que tu as fait quelque chose de mal, mais cette sensation de culpabilité est ton corps qui est en train de te prévenir de ne pas le répéter, ok? Tu ne peux pas changer que tu l'as déjà fait, mais cette culpabilité est là pour te rappeler, ah, ça c'est mauvais, je ne vais plus faire ça dans le futur. J'ai appris la leçon. Et l'exemple que Bert donnait en Supermind, c'était, il prit le mot péché, il dit en fait, péché dans la culture orientale, ça n'existe pas comme quelque chose de moral, c'est simplement rater une cible. Et il a pris l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne avec un arc et il rate la cible. Et il va dire, zut, j'ai raté. Et ça, c'est l'équivalent de ce qu'on devrait sentir quand on a culpabilité. Et donc, on note, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait rater? Peut-être, oui, le vent, il va dans cette direction, donc je vais corriger, je vais essayer de nouveau. Et même si on continue à rater, on continue à faire des corrections, on autocorrecte jusqu'à ce qu'on arrive aux cibles. Et j'ai trouvé ça une idée géniale d'expliquer pourquoi, justement, on a cette sensation, oh, j'aurais pas dû faire ça, mais ça sert à rien si tu restes dans le passé. Si tu es toujours en train de dire, ah, j'ai fait quelque chose de mauvais dans le passé, comment tu vas te libérer pour faire mieux dans le futur? Parce que tu tournes en rond dans le passé, tu fais une prison de ton passé. C'est facile à dire, mais c'est aussi très émotionnel. Et là, quelquefois, les gens ont besoin d'un peu d'aide, un peu de guidance pour pouvoir en sortir. Mais… Là, ce qui est intéressant dans ce que tu mets en avant, on revient à un principe très NLP, PNL, hypnose, hyper connu, hein, que maintenant beaucoup de personnes l'utilisent tout le temps. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Donc, l'idée, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, ce que j'ai pu faire me donne des feedbacks, c'est-à-dire des retours. Les retours étant pour nous, Silva, retour d'information. Retour d'information, on revient à, je ne sais plus, c'était Newton ou je ne sais plus quoi, qui disait en gros, j'ai juste appris une nouvelle façon de ne pas réussir, mais donc ça me donne un chemin en plus pour arriver vers la réussite. J'ai découvert 1000 façons comment ne pas faire une ampoule électrique. Exactement.
Et je trouve que c'est super, c'est vraiment ça. Vous allez, bien sûr, hein, comme dit Lee, il y a un rapport émotionnel qui est complexe et ça, il faut le gérer. Et là, ne serait-ce que aller en alpha et juste se dire je relaxe, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Parler avec vos conseillers, travailler avec des éléments vraiment j'apaise mon émotion sans la transformer au départ, juste l'apaiser. Ne pas être pris sous le coup de l'émotion et de se sentir constamment mal. Ça peut être une bonne idée, mais pensez bien que la méthode, ce qui est chouette, on est vraiment dans une recherche d'information. Donc, tout ce qu'on fait a pour objectif d'avoir une information. C'est positif, on se dit que c'est quelque chose qu'on peut répéter et donc c'est bien. C'est négatif, c'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter, il faut trouver une alternative. Bon, si vous commencez à apprendre l'ensemble des cheminements en se disant c'est des feedbacks, c'est des informations, au lieu de se dire mince, l'information, elle m'a mis mal, oui, elle t'a mis mal, bien sûr, mais qu'est-ce que j'en fais? Et n'oubliez pas, la méthode reste un élément pragmatique. On veut trouver des solutions. Donc, si vous avez fait une erreur, s'il y a eu un échec, s'il y a quelque chose qui même vous a blessé, touché ou touché des gens que vous aimez, oui, c'est un état de fait. Maintenant, comment vous solutionnez? Et vous avez entendu Lee, elle disait comment faire. Et là, on revient encore dans un côté très anglo-saxon que moi, j'aime beaucoup, même si parfois je trouve que c'est excessif. Ils ne vont pas se dire pourquoi. Ils vont dire comment. Comment faire pour. En effet. Il y a plus de how que de why. Après, on peut revenir sur plein de choses, mais il y a vraiment ce comment. Et donc, si on prend la méthode, c'est comment je peux trouver une solution. Comment je peux faire pour résoudre ce problème. Et là, vous pouvez utiliser l'ensemble des éléments. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous vous sentez coupable. C'est un état de fait à un moment donné. C'est bien. Faut l'admettre. Et puis, parce que n'oubliez pas, la méthode n'est pas là pour nier. Non, vous n'allez pas vous dire oui, non, mais en fait, ce n'était pas vraiment une erreur et vous faire un biais cognitif. Admettez que vous avez fait une erreur. J'admets, et c'est parce que j'admets quelque chose que je sais que je vais pouvoir commencer à travailler sur moi, travailler sur les éléments et surtout, chercher des solutions. Ça te semble cohérent comme notion? Oui, tout à fait, je reconnais ça. Alors, ce qu'il disait, et c'est vrai et c'est malheureux, l'extrême masochisme peut emmener au suicide ou à des maladies fatales. Donc, on est dans la notion. Et je trouve que beaucoup de situations d'auto-sabotage sont dues justement à ça, mais vraiment à un niveau subconscient. Ouais. Ils ont des problèmes, mais en fait, ils créent les problèmes eux-mêmes parce qu'il faut que je souffre. Je suis une mauvaise personne. Exactement. Il y a beaucoup d'autopunition. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est des liens qu'on fait assez souvent dans les sessions d'accompagnement où il y a des personnes qui, en gros, te disent mais je me blesse, je me fais du mal, je tombe malade parce que je suis une sale personne, je suis quelqu'un qui n'est pas bien, j'ai fait du mal à mes parents, à mes enfants, à ma femme et mon mari, blablabla. Et tu dis wow. Et c'est compliqué parce que pour eux, ils ne sont pas contents d'être malades, ils viennent voir pour consulter pour aller mieux, mais au bout de quelques minutes, ils arrivent quand même à te dire ouais, mais en fait, je suis une saloperie et je ne mérite pas de vivre. Donc, en gros, que je sois malade, ce n'est pas grave. Tu fais ah, bah oui, là, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Et effectivement, c'est ces notions-là que nous, on doit permettre d'accompagner à ce moment-là ou dans la méthode, en tout cas, dans un premier temps, se dire relax. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le serez jamais. Déjà, c'est cool. Trouver des solutions sur votre imperfection, c'est déjà pas mal. Trouver des solutions qui vous permettent d'être plus heureux, plus en phase, etc. C'est déjà une bonne démarche. Plutôt que de vous auto-flageller, saboter, blesser, etc. Mais si c'est un diplômé Silva qui a un bon contact avec le conseiller, franchement, je dirais, mais va parler à tes conseillers, demande à eux si tu es une mauvaise personne. Demande à eux si justement tu mérites d'être puni, etc. Et s'ils ont bien choisi les conseillers, c'est comme si vraiment ils ont des thérapeutes ou des gens qui les comprennent, qui vont les assurer, c'est pas vrai. J'aime bien là ce que tu viens de dire. C'est intéressant parce que si on reprend un peu théorie des parties, thérapie des parties, c'est vous rendre compte qu'il y a des parties de vous qui en fait vous trouvent quand même cool. Alors je sais, hein, il y a des moments pour des. Je sais qu'en ce moment, je sais pas si c'est la période, mais j'ai beaucoup de partenaires qui sont déprimés. Et je leur dis, mais ok, t'es tout pourri de partout ou t'as quand même des trucs bien? Et alors les gens se marrent tout le temps, ils disent non, mais j'ai quand même des trucs bien, mais c'est pas ça qui brille aujourd'hui. Et effectivement, oui, à ce moment-là, c'est pas ce qui brille. Et puis de cause à effet, ils ont des choses pas cool. Par contre,
Je trouve que c'est bien, notamment pour un Silva, de se dire, effectivement, je vais aller chercher à l'intérieur de moi cette partie, donc mes conseillers, qui sont plutôt cool à la base, hein, qui vont vous donner ce retour à dire, ça va, bien sûr que tu as des défauts, ils ne vont pas non plus vous brosser comme vous voulez, mais au moins, ça vous donne une démarche qui est intéressante. Il y a un autre exercice, là, je viens de finir un petit ouvrage que Brice a traduit, qui est celui de l'IMDHA. Attends, je vais le chercher, tu vas voir. D'accord. Moi, je vais chercher ici. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'on a à la NGH pendant la formation. Toi, c'est ce petit ouvrage-là. Donc, ah bon, oui. Ouais, Monica Gersdal, en fait, elle s'est entraînée avec Jerry Kine, avec bon, plein d'anciens hypnos. Et elle donne un exo que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé vraiment sympa. Attends, je tente de le retrouver parce que je pense que pour les Silva, ça peut être un truc très chouette à ajouter, notamment quand il y a de la culpabilité ou quand on n'est pas bien vis-à-vis de soi-même. Il faut juste que je retrouve tout ça. Hop, hop, hop. Hop. C'est où ça? En gros, c'est pour parler avec soi-même et aller chercher voir si on est en train de se mentir, se raconter des bêtises, etc. etc. Et je trouve, il y a un truc qu'il fallait que je te parle, bah, ça tombe très bien que je l'ai pris. Bon, attends, je t'en parle après. Ah oui, je voulais revenir dessus, donc ça tombe parfaitement bien. Bon, en gros, elle dit, allez chercher une sensation à l'intérieur de vous pour voir si vous avez une bonne ou une mauvaise sensation. Et elle repart toujours, en gros, rentrer en alpha, allez demander au niveau de votre plexus d'avoir une sensation qui confirme quelque chose. Par exemple, est-ce que je suis un homme? Hop, j'ai une sensation. Est-ce que je suis une femme? Bah non, j'ai pas la même sensation. Donc, c'est un petit peu un signaling, un signal idéomoteur, sauf qu'on le fait avec les tripes, avec nous. Comme le fameux test musculaire aussi. Exactement. Et elle le fait faire donc en auto-hypnose. Avec un feeling dans le plexus. Hein. Exactement. Elle dit soit au niveau de l'estomac, soit au niveau du plexus, et vous posez des questions à partir de là. Et là, c'est intéressant de se dire, OK, elle a vu que c'est le corps en plus qui répond, puis quelque chose de plus profond que vous ne gérez pas forcément, vous allez vous rendre compte après. Bien sûr, faut comme tout, faut l'habituer, que vous allez avoir des réponses qui sont assez propres. Et justement, se dire, je vais voir mes conseillers, je papote et je demande à mon corps en même temps, OK, est-ce que je suis vraiment si mauvais que ça? S'il y a un non, bah, on va faire, OK, j'ai cette sensation-là. Bon, alors, est-ce que j'ai quand même des parties bien de moi? Oui. Et après, on peut dialoguer. Il y aura un dialogue avec nos conseillers et on pourrait en rajouter notre corps dans notre labo comme étant un réceptacle et un communicant à un moment donné. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et j'ai trouvé que c'était sympa, assez simple à mettre en place. Et tout le monde peut globalement le faire, surtout si vous êtes habitué à Sylvain. Je dérive, mais c'est pas grave, c'est notre habitude. À un moment, elle explique un truc que j'adore. Donc, c'est dans la nature de la suggestion. Elle fait, écoute bien, c'est génial. Selon la formule de Dave Hellman, donc Dave Hellman, grand hypnotiste américain qui a vraiment, vraiment fait avancer énormément l'hypnose américaine et mondiale de façon générale. Donc, tu sais, c'est le let it happen, make it happen. Tu sais que les Anglais vous dites beaucoup. Tu donnes la suggestion et après, tu fais let it happen, make it happen, and je sais plus, tu sais, c'est regarde-la, observe-la, développe-la. Tu vois un peu, je vais te retrouver la sémantique américaine. Là, je ne l'ai pas en tête. Mais en gros, c'est quoi ce mot, make it happen? What? Non, mais make it happen. Tu vois, en gros, c'est let it happen. Oui. Tu sais, c'est vraiment ce moment où. Make it happen. Oui, oui. Hellman disait souvent, c'est à toi à le faire, je ne peux pas le faire à ta place. Exactement. Le faire, ça va arriver si tu le veux. Oui, tout à fait. Make it happen. Kine l'utilisait beaucoup, Banyan aussi, toi. Ils disent let it happen, make it happen, and je sais plus, je crois, observe that. Quoi. En gros, il donne 3 étapes. Et là, tu vois, elle les redécrit. Elle dit, dans la formule de Hellman, vous voulez que cela se produise. Et là, on a quoi? Désir. Oui. Regardez que cela se produit. Visualisation créative. Donc là, on est dans la visualisation et la croyance. Regardez que ça se produise. Et permettez que ça se produise. Lady Lapin. Faites de ton mieux. Et quand on dit permettez que ça se produise, c'est fais-le, mets en action, attente positive. Là, on retrouve les 3 éléments qu'on connaît au travers de désir, croyance, attente.
Sauf que là, c'est voulez que ça se produise, regardez que ça se produise et permettez que ça se produise. J'ai trouvé que c'était génial. Toi, ce petit point-là, je m'étais dit, il faut que j'en parle à lui parce qu'on le retrouve dans Hellman. C'est le même principe que là, de toute façon, on sait que José avait lu Hellman, avait lu Hellman parce qu'il le met dans sa biographie. C'est des éléments qu'on retrouvait dans l'hypnose de façon traditionnelle. Et c'est cool que je trouve que c'est bien que José les définit en 3 mots très simples plutôt qu'un ensemble d'éléments que nous on répète un peu naturellement quand on fait des séances d'hypnose. Mais j'ai trouvé que c'était très très bien de se dire bah oui dans cette phrase, moi que j'ai entendu plein de fois les Américains faire et surtout Jerry Kine et toutes les obédiences de Jerry, Omni-Hypnosis, Calbanian, etc. C'est vraiment des choses qu'ils ont énormément utilisées et on retrouve désir, croyance, attente positive. On a vraiment les 3 éléments. Donc, ce qui est intéressant, encore pour les personnes qui s'intéressent à ce croisement entre l'hypnose et la méthode, on retrouve les mêmes principes dans tout le travail hypnotique. Oui, tout à fait. Ouais, dis-moi. Il donne vraiment une valeur à la personne, justement, en même temps. C'est à toi à le faire, tu peux le faire. Donc, c'est comme si on donne la permission à la personne d'accomplir quelque chose lui-même au lieu de rester victime, aide-moi, je ne peux pas le faire, je suis impuissante, etc. Un petit truc comme ça aide la personne à commencer à vraiment agir pour lui-même. Oui, donc je trouve que c'est très important. C'est ça, en fait, une des choses qui manquait du film Le Secret. Oui, exactement. Le film, c'était super, mais il y avait très peu d'action, attente positive, mets-toi en route, c'était juste, ça va arriver comme de la magie. C'est ce que j'aime bien dans l'hypnose directe type hellmanien, c'est que donc toutes les obédiences qui sont nées de ça, c'est que c'est toujours le partenaire, donc le consultant en gros qui va faire son boulot. Et c'est comme dans la méthode Silva, même si au départ, il y a des programmations, il y a tout un cheminement qui est proposé pendant votre séminaire, après, c'est toujours vous. C'est vous qui créez vos points de référence, c'est vous qui allez à votre niveau, c'est vous qui validez que vous êtes à niveau, c'est vous qui allez voir vos conseillers. C'est pas lui qui vous dit à un moment, vos conseillers arrivent et c'est Einstein. Non, c'est vous allez voir ce qui arrive. Il y en a, ils l'ont pas tout de suite. Il y en a, ils disent ah j'y arrive pas et puis ils y arrivent au bout d'X fois. Qu'importe, mais c'est vous qui êtes proactif. Et cette notion de reprendre son pouvoir, de reprendre sa responsabilité, de reprendre ses capacités, c'est ce qui est intéressant dans la méthode et de façon générale dans l'hypnose, même si beaucoup de personnes ont encore cette sensation de se dire un opérateur va me faire des choses et on va dire à mon subconscient des choses et mon subconscient va tout faire tout seul. Pas du tout. C'est toujours un travail à 2, comme dans la méthode. Si vous n'avez pas eu le travail de conditionnement avec l'instructeur, il aurait manqué quelque chose. Bien sûr que José l'explique dans ses bouquins, vous pouvez le faire tout seul, mais ça demande beaucoup de temps. Là, ça vous fait gagner du temps. Et en plus, ce plus-là, c'est un partage, et on revient dans cette notion de partage entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui est en train d'apprendre. Mais après, une fois qu'on a passé l'information, c'est à vous de le faire et personne ne pourra le faire à votre place. Même quand on fait des programmations pour autrui, ça reste quand même vous qui êtes le vecteur principal de toute chose et pas l'ensemble des personnes qui vont faire quelque chose pour vous à ce moment-là. C'est un plus, mais ça ne remplacera jamais ce que vous faites, ce que vous décidez, ce que vous travaillez, etc., etc. Oui, et quand tu dis c'est vous, ça me rappelle une petite histoire, et tu le connais toi-même, où José disait, mais il y a des gens qui viennent me voir en disant, ah, monsieur José, tu as transformé ma vie, tu as sauvé ma vie. Il dit, non, c'était vous. C'est vous qui l'avez fait. Justement, moi, je vous ai donné des indices, des outils, mais c'est vous qui les a appliqués. Je trouve ça, c'est important. Oui. À partir du moment où vous commencez à vous rendre compte vraiment que vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer, hein. Et là encore, pas besoin de vous faire du mal, c'est juste se dire qu'est-ce que je n'ai pas correctement fait, qu'est-ce que j'ai peut-être pas correctement visualisé, ou peut-être que je suis complètement à côté de la plaque entre ce que je veux et ce qu'il faudrait que je mette en place pour obtenir cela, etc., etc. Donc, toujours prenez ça comme de l'info, prenez votre responsabilité, c'est important, vos décisions, mais derrière,
s'il y a quelque chose qui n'est pas OK, c'est pas grave. C'est juste de l'info et vous allez corriger pour que ce soit plus simple et mieux après. On est déjà à une demi-heure, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et on vous attend pour la deuxième partie. À très vite. Hop.